Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce deuxième numéro d'Afrique Intime consacré aux mutilations sexuelles féminines. Alors les chiffres sont effarants dans le monde, au moins 200 millions de femmes ont subi une mutilation sexuelle. Ces chiffres viennent du dernier rapport de l'UNICEF. Ça fait environ 6 filles par minute dans le monde. Alors vous avez été nombreux à nous envoyer vos questions et vos témoignages pour y répondre sur ce plateau. Axel Ndiaye, qui est auteur d'essais sur le plaisir féminin, et membre du conseil d'administration du GAMS, qui est le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles. Également Ali Habibi, sexologue et thérapeute de couple. Bonjour Axel, bonjour Ali. Bonjour Omar. Bonjour à toutes. Alors pour commencer Axel, vous êtes venu avec un schéma pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, un schéma qui représente le clitoris. Est-ce que vous pouvez nous le commenter ? Alors je tenais absolument à ce que ce schéma soit inclus parce que je pense que pour la plupart des gens un mystère. C'est un mystère peut-être de savoir à quoi ça ressemble vraiment. Donc là, sur le schéma que vous pouvez voir à l'écran, vous vous apercevez que le clitoris est très loin d'être le petit bouton dont on parle. C'est un organe qui est fait de ramifications, qui fait entre 12 et 15 cm de long. Il est constitué d'un capuchon, d'un gland et de corps caverneux qui sont ce qui se remplit en fait, de sang lors de la montée de l'excitation sexuelle. C'est un organe qui est primordial dans le plaisir féminin. C'est l'organe du plaisir féminin par excellence. Et c'est l'organe qui est touché lors des mutilations génitales ou sexuelles. D'ailleurs, pourquoi est-ce que chez les anglo-saxons, on parle de mutilation génitale féminine et chez les francophones, on parle de mutilation sexuelle féminine? Parce que les francophones ont pris en compte l'aspect pas seulement médical de la pratique, mais également l'aspect psychologique, anthropologique, sociétal et tout ce que ça pouvait provoquer et induire chez les femmes dans leur manière de vivre, mais dans toutes les sphères de leur vie. Alors, quelles sont les différentes formes de mutilation sexuelle féminine? Alors, l'Organisation mondiale de la santé a divisé les mutilations en 4 types. Donc, le premier type, c'est la clitoridectomie, qui est l'ablation partielle ou totale du clitoris. Le second type, c'est l'excision, justement. Donc, c'est l'ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, et avec peut-être les grandes lèvres. C'est pas forcément obligatoire. Et le troisième type, c'est l'infibulation, qui est justement le rétrécissement de l'orifice vaginal par ablation et le fait de coudre les petites lèvres ensemble, voire même les grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris. Et le quatrième type, c'est tout ce qui n'a pas été répertorié, c'est-à-dire c'est toutes les interventions qui peuvent être nocives ou potentiellement nocives sur justement les parties génitales féminines qui ne sont pas justement thérapeutiques, donc qui peuvent être dangereuses. Alors on parle beaucoup de l'excision en Afrique. Bien sûr, on y reviendra longuement, mais l'excision est pratiquée également dans d'autres contrées dans le monde. Absolument, au jour d'aujourd'hui, on sait qu'elle est quasiment pratiquée partout dans le monde. Aussi bien, ça va de la Colombie à l'Indonésie, donc en passant par l'Afrique, en passant par l'Australie. En fait, on en trouve quasiment partout. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'excision ou tous les types de mutilations sont ancestrales. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas forcément liées à des religions, elles sont même antérieures aux religions. Et c'est pour ça qu'on les retrouve un peu partout dans le monde. Oui. Certaines ont été justement suivies par les vagues d'immigration, notamment en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, c'est plus justement les populations qui pouvaient l'exercer dans leur pays, qui l'ont importé. Mais vous avez d'autres continents comme l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est, qui le pratiquent aussi, qui ne sont pas forcément liés à l'Afrique. C'est une tradition animiste en fait. Alors justement, pour revenir aux questions religieuses, on a reçu une question de Jean-Pierre qui vit en Égypte et qui nous demande si, comme l'excision est très pratiquée en Afrique, dans des pays à majorité musulmane, est-ce que c'est une recommandation musulmane? Alors pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun texte religieux qui prescrit l'excision, qui prescrit toute mutilation de l'organe génital féminin. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun verset du Coran, ni aucun hadith qui en parle. Et ce qu'on remarque en réalité, c'est que c'est très culturel. La preuve, c'est que l'islam est répandu quand même assez largement dans le monde, et on le retrouve que dans quelques contrées, l'excision. C'est-à-dire que vous avez plein de pays à majorité musulmane qui ne pratiquent pas, peu ou pas du tout l'excision. Par exemple au Maghreb, oui. En Tunisie, en Algérie, au Maroc. Alors ce n'est pas une coutume maghrébine, c'est-à-dire qu'au Maghreb, à ma connaissance, on ne pratique pas l'excision, ou peut-être très peu.
Il y a d'autres coutumes qui sont pratiquées au Maghreb, qui sont liées à la sexualité, notamment des rites qui peuvent être mis en place. Et encore une fois, c'est rituel, ce n'est pas religieux. Et un autre fait qui permet aussi de déconstruire les idées reçues là-dessus, il faut quand même savoir que l'excision a été pratiquée dans la médecine occidentale jusqu'aux années 30. Hein. C'était le moyen qui était choisi par certains médecins pour soigner la nymphomanie, oui. la manualisation à outrance des petites filles, la masturbation, voilà, en clair, et l'hystérie. Oui. Donc ça a été pratiqué par des médecins français, européens, américains, jusqu'en 1930 en Occident. Donc, et ils n'étaient pas égyptiens, hein, ces médecins, ils n'étaient pas musulmans. Oui, ils n'étaient pas africains. Et c'était vraiment quelque chose qui avait lieu. Il est perçu que l'androgynie est quelque chose contre quoi on doit lutter. Alors, le clitoris est perçu comme un dard masculin, et pour la circoncision, c'est perçu comme une part de féminité dont il faut se débarrasser, dont il faut débarrasser le corps du petit garçon. Mais là où la circoncision n'entraînera aucune répercussion sur la santé du garçon, elle entraînera l'excision ou les mutilations sexuelles féminines, entraînera chez la fille des choses qui sont irrémédiables. Justement, quelles sont ces conséquences? On a reçu beaucoup de questions sur Alors ça va des saignements lors de l'intervention et des hémorragies qui peuvent entraîner la mort, à des stigmates qui vont durer toute leur vie, des rapports sexuels qui vont être douloureux, des complications obstétricales au moment où elles vont donner naissance, qui vont être dues à des fistules qui vont se créer en fait. Dans tous les cas, cette pratique ne doit pas avoir lieu. Vous recevez dans votre cabinet des femmes ça m'arrive, qui sont atteintes de troubles liés Alors, ça m'arrive, mais là on voit bien justement l'inhérence du sujet, c'est que ces femmes ne viennent pas parce qu'elles ont été excisées. Elles viennent pour des troubles sexuels, c'est-à-dire de dysparonie, donc elles vont avoir des très fortes douleurs lors des rapports sexuels, de vaginisme, donc une impossibilité de pénétration, ou un manque de plaisir lors des rapports, ce qui fait que ça crée des problèmes au niveau du couple, donc des fois on reçoit le couple en entier. Et dans les échanges ou lors de la thérapie, on s'aperçoit que c'est des personnes qui ont été excisées. Parfois, elles ne le savaient pas, parfois elles le découvrent, parfois elles le savaient, mais elles ne pensaient pas que c'était une des conséquences. Mais il y a des conséquences. Elles ont appris à vivre avec. Et il y a un grand tabou sur cette question. Il faut savoir quand même que nous sommes en train d'en parler ici sur un plateau, mais la réalité, c'est qu'on en parle très peu de manière publique, d'une part, et même au sein de l'intimité, même au sein des groupes de femmes, c'est quelque chose qui est quand même assez tabou. Alors nous, on a reçu un témoignage d'une jeune femme qui vit à Paris, s'appelle Abby, qui, elle, a été excisée enfant au Sénégal. Elle dit qu'aujourd'hui, donc, elle a eu des enfants et qu'elle a une vie sexuelle épanouie. C'était un peu un coup de gueule qu'elle a poussé à travers ce témoignage pour expliquer que c'est pas parce qu'on a été excisé qu'on peut pas ressentir du plaisir sexuel. En tout cas, ce n'est pas son cas. Vous, au sein du GAMS, est-ce que c'est un témoignage est-ce que ce genre de témoignage, vous en avez souvent? Alors, ce sont des témoignages qui existent pour la simple et bonne raison qu'en fonction du type d'excision qu'a subi la jeune femme, il est fort possible, même dans une excision de type 3, c'est-à-dire infibulation, que le clitoris n'ait pas été endommagé. L'infibulation est le cas où on recouvre en fait les petites lèvres et elles sont recousues, mais il peut s'avérer qu'en dessous, le clitoris soit indemne, et on sait, avec le schéma qu'on a montré en début d'émission, que les ramifications du clitoris sont extrêmement importantes. Et en fait, c'est une caisse de résonance, le clitoris. Donc, en cas de pénétration, pardon d'être aussi... Mais ce sont les mots qu'il faut utiliser aussi. D'être aussi clair. Dans le cas de la pénétration, en fait, le plancher pelvien va réagir. Et c'est ça, en fait, qui nous amène aussi au plaisir. C'est aussi une des formes de plaisir possible. Donc, c'est faux de penser que toutes les femmes excisées dans le monde ne peuvent pas avoir de plaisir. Il faut arrêter de leur dire ça, parce que c'est une façon de les stigmatiser, effectivement, et c'est pas notre propos, en fait. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que apparemment les campagnes de sensibilisation commencent à porter leurs fruits, parce que dans beaucoup de pays aujourd'hui, en tout cas en Afrique, l'excision est interdite et elle est criminalisée. Il y a une question de Oumou qui demande, mais alors pourquoi est-ce que malgré tout il y a encore des résistances, alors qu'on connaît toutes les conséquences sur la vie de ces femmes, quand elles ne meurent pas, elles peuvent avoir plein de complications que vous avez développées. Qu'est-ce qui bloque encore dans les mentalités ?
C'est une façon d'appartenir à la communauté, l'excision. C'est un rite qui permet de revendiquer en fait son appartenance à la communauté. Et cet aspect-là, tant qu'on n'a pas trouvé des choses qui peuvent remplacer ce rite-là en particulier et qui correspondrait également à un passage au sein de la communauté, certaines personnes ont tendance à rester attachées à ce rite-là parce que ça correspond à leur conception, en tout cas de la féminité, de la manière dont on s'inscrit comme femme dans la communauté, de la manière dont on devient mère, de la manière dont ça se transmet. Et on peut rajouter effectivement, mais on peut rajouter aussi à ces raisons l'idée que certaines mamans qui entendent les difficultés et les conséquences d'une mutilation ou d'une excision vont quand même le pratiquer, soit parce qu'elles se sentent impuissantes face au poids de la communauté ou face au poids de ce que vont dire les autres, la pression sociale. Parfois aussi c'est par ressemblance, c'est ma fille, il faut qu'elle me ressemble. Il y a aussi cette idée que dans la mutilation, dans l'excision, on la protège potentiellement d'avoir une libido trop élevée, etc. Donc vous voyez, c'est une question totalement légitime, mais c'est en train de baisser. Mais ça met du temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer des coutumes aussi rapidement. D'ailleurs, dans certains pays, je crois que c'est au Tchad et en Guinée, je crois, les hommes sont majoritairement sont engagés, après des études opposés à l'excision. Absolument, et ce qu'on constate surtout, c'est qu'en fait, les femmes et les hommes ne dialoguent pas et ne sont pas forcément au courant en fait que les hommes, enfin les femmes ne sont pas forcément au courant que les hommes sont contre, parce que eux sont les premiers à déplorer le fait que leur partenaire n'aiment pas la sexualité, n'aiment pas le plaisir, n'aiment pas les rapports sexuels avec eux, et ils en souffrent également. Exactement. Mais comme jusqu'à présent, on ne s'est pas intéressé à leur avis, ça paraît extrêmement novateur d'entendre ça, mais peut-être que ça a duré depuis très très longtemps, mais aujourd'hui, puisqu'on en parle, et puisque les campagnes sont là, puisque la société civile s'empare de cette question, ça permet de délier les langues et de permettre un dialogue qui n'existait pas avant. Et beaucoup de mères sont aussi contre l'idée d'exciser leurs filles à leur tour. Alors aujourd'hui, il y a une technique pour essayer de reconstruire ces femmes qui ont été mutilées, ça s'appelle la reconstruction. Comment ça se passe? L'un de vous peut nous l'expliquer? Ce qui se passe au fond, c'est que, vous voyez, tout à l'heure, on a vu dans l'image du clitoris, ce qu'on voit du clitoris en temps réel n'est qu'une partie du clitoris. Ce qui fait que même quand il y a une ablation partielle, ou voire même totale, en réalité, le total, c'est pas la totalité du clitoris, c'est tout ce qui est visible. Au niveau de l'opération réparatrice, ce qui se passe, c'est que le chirurgien va tirer le clitoris pour qu'il ressorte un peu plus. Je sais que la réparation est quelque chose qui est très à la mode. Enfin, on en parle beaucoup, mais j'ai quand même envie de dire que ce n'est pas forcément la solution. Justement, c'est une question aussi... Voilà, c'est quelque chose qui répare physiquement, esthétiquement, mais le chemin est encore très long psychologiquement, et c'est un vrai traumatisme, l'excision. Et c'est un traumatisme qui engage plein de facteurs de l'histoire personnelle de la personne, de la victime. Donc la réparation est une avancée fabuleuse, c'est un rêve, on n'aurait pas pu imaginer que ça viendrait à exister un jour. Mais ce n'est pas forcément suffisant. C'est pas forcément suffisant. Il y a un parcours à respecter. Le vrai souci parfois, c'est d'avoir été abusées, qu'on ait abusé de leur confiance quand elles avaient 6, 7, 8, 10, 15 ans, en ne leur disant pas qu'elles allaient être excisées, parce qu'aucune de ces jeunes femmes n'est prévenue. On leur annonce juste un jour qu'il va y avoir une grande cérémonie, parfois une grande cérémonie, que ça va être la fête et que ça va être super pour les toutes petites, et puis d'autres se retrouvent juste kidnappées, emmenées dans un endroit qu'elles ne connaissent pas, et sous la lame d'une exciseuse. Et ce choc-là, quand c'est fait par un membre de votre famille, une opération chirurgicale ne suffira pas à réparer ça. Donc, vraiment, oui à la réparation chirurgicale, mais s'il vous plaît, arrêtez de dire à tout le monde que c'est la solution, parce que c'est bien plus complexe que ça. Voilà, c'est mon coup de gueule là-dessus. Ce sera le mot de la fin. Merci Axel et merci Ali. Merci également à vous de nous avoir envoyé vos questions et vos témoignages. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro d'Afrique Intime. À bientôt.